Chers invités, chers adhérents, merci de votre présence ce soir pour cette restitution de l'étude « Quel modèle économique et social pour la Calédonie de demain ?» étude dite de l'après-nickel est menée depuis plus de 6 mois par les adhérents de l'USTKE et de la FINC. Tout le monde nous demande, pas plus tard que tout à l'heure, une radio m'appelait, pourquoi la FINC avec l'USTKE? Pourquoi l'USTKE avec la FINC? Comment en êtes-vous arrivé à un tel rapprochement aussi improbable? Au risque de vous surprendre, pour moi, ce rapprochement ne me semble pas du tout improbable, car je suis convaincu que pour construire, il faut s'opposer, discuter, rassembler, échanger. Et quoi de mieux pour produire des idées et des projets que de mener un travail participatif, partagé entre les adhérents de nos deux structures au caractère marqué, pour ne pas dire trempé. Une fédération patronale avec des industriels, acteurs engagés dans la construction économique et sociale depuis plusieurs décennies, et un syndicat de salariés historique et engagé politiquement. Alors oui, vous avez peut-être raison, cette coopération entre l'USTKE et la FINC est peut-être atypique. Atypique, mais avec ce qu'on a dit avec André depuis un certain temps, notre union libre, notre PAX, nous avons même signé un protocole et un contrat. Nous restons des enfants de cœur au regard du processus historique de décolonisation calédonienne, décolonisation que nous voulons tous pacifique, même si nous ne la dessinons pas toujours avec les mêmes couleurs. Et nous devons continuer de porter la conviction que le dialogue social constitue un véritable levier de croissance et de développement. Rappelons que le dialogue social en Calédonie, la FINC y a participé activement depuis l'origine. Alors oui, nous y croyons, même si le chemin reste parfois difficile. Engagés, convaincus, volontaires, mais nous n'avons pas la vérité. Gardons-le en tête. Pourquoi ce travail? Avec André, je crois que, depuis le début, nous sommes animés par l'idée que nos organisations respectives ont une responsabilité dans la construction de notre modèle économique et social, peut-être même aussi politique, et que nous devons porter des projets et proposer des solutions. Nous avions donc identifié des intérêts et des objectifs convergents pour engager un effort commun d'élaboration de diagnostics partagés et de propositions opérationnelles dans une phase importante de notre histoire. Nous devons faire bouger les lignes de fracture. Cette démarche, de quoi s'agissait-il? L'industrie internationale du nickel est marquée depuis maintenant près de 3 ans par une crise particulièrement sévère, avec des opérateurs qui connaissent des pertes importantes, parfois abyssales. Les opérateurs calédoniens n'échappent pas à cette situation, les déficits s'accumulent. La pérennité de certaines entreprises sidérurgiques calédoniennes pourrait même ne pas être assurée. Il est certain que des solutions doivent être trouvées pour conforter, voire sauver cette activité, et donc les emplois du nickel. Mais il s'avère primordial de penser l'avenir de la Nouvelle-Calédonie autrement que par le seul prisme du minerai vert. Il y a par exemple urgence à trouver et forcer des relais de croissance pour offrir de l'emploi à une jeunesse qui constituera les forces vives de demain. Il ne s'agit donc pas, dans ce cadre, de préparer véritablement l'après-nickel, mais cependant de construire l'à côté du nickel, en s'appuyant sur l'existant, dont il s'est révélé pendant nos débats qu'il est constitué de potentiels extraordinaires. Le STKE et la FINC se sont donc accordés il y a plus d'1 an sur ce point, avec des approches pour une part convergentes, mais également différenciées. La FINC considère que la construction du pays ne pourra se faire par la seule industrie du nickel. Elle ne pourra également se faire sur la base de modes de fonctionnement et pratiques qui relèvent encore pour partie de l'économie de comptoir. Ces 30 dernières années, avec la construction d'une industrie de transformation qui pèse, aura démontré que d'autres chemins sont possibles. Et comme me le faisait remarquer un représentant singapourien d'un grand groupe multinational, aujourd'hui, au regard de l'évolution des différents pays qui nous entourent, quand la Calédonie protège ses emplois et ses entreprises, elle est peut-être en avance sur son temps. Par ailleurs, la FINC observe que la Nouvelle-Calédonie est dans une fin de cycle économique, sociale, bien entendu institutionnelle, qui nécessite de construire rapidement le cycle suivant. Pour cela, il est indispensable de transformer en profondeur le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie, trouver et actionner de vrais relais de croissance dans l'agriculture, les industries, les services
et le tourisme, avec l'objectif à la fois de mieux répondre aux besoins même des Calédoniens et de développer les exportations afin d'élargir les bases marchés des entreprises calédoniennes. C'est ce qui permettra à l'économie de générer à nouveau de l'emploi, condition sine qua non de la construction d'un destin commun. Le STKE et la FINC se sont accordés sur le fait que la situation était loin d'être satisfaisante et que les politiques et moyens mis en œuvre à date leur paraissent décalés et en deçà des enjeux. Même les débats et colloques actuellement organisés entrent très peu dans les aspects opérationnels. Il s'agissait donc bien, dans le cadre de notre PAX, de permettre de mettre en œuvre concrètement des pratiques de dialogue social en intégrant parfois d'autres acteurs institutionnels, de confronter des analyses et diagnostics sur un mode de partage et de recherche de consensus, d'élaborer et discuter des propositions dans le respect des positionnements et fonctions de chaque partie, mais avec la volonté de faire bouger des lignes et de déboucher sur des propositions d'action opérationnelles et à la hauteur des enjeux pays. Un rappel sur la méthode et la méthodologie sera fait ultérieurement par Serge Boucher de la SODI, que je voudrais remercier, qui, avec le groupe Alpha, nous a accompagnés sur cette démarche. Mais je voudrais dire un mot sur l'importance de l'implication forte des acteurs et des adhérents. Mener à bien ce projet a exigé la mobilisation effective des meilleures compétences au sein de nos deux organisations. Merci à tous ceux qui ont participé, accompagné, préparé, et parfois ce n'était pas simple. Cela a demandé également, à des moments clés, un partage plus large. Le projet ne pouvait pas être seulement porté en devenant la chose de quelques responsables motivés, au risque de produire une simple étude, peut-être détachée de la réalité terrain, comme le sont certains colloques, études ou partages, mais je ne vise personne en particulier. Et rappelons-le, la démarche se veut participative. Et je crois que c'est ce que je retiendrai de nos échanges pendant ces quelques mois. En Nouvelle-Calédonie, il y a des énergies extraordinaires du monde civil. Un monde civil qui veut avancer, bouger, construire. Nous avons un potentiel à côté du nickel, avec des structures existantes, des projets motivés, motivantes, des femmes et des hommes qui sont à bloc. Comme j'ai l'habitude de le dire dans les discours que je fais à la FINC, solide comme de l'acier, solide comme du caterpillar. Je n'ai de cesse de dire que le monde change, notre monde change, et la Calédonie aussi. Simone Veil disait « Je ne suis pas de ces femmes et de ces hommes qui ont peur de l'avenir. Notre société est de plus en plus participative et notre modèle institutionnel, mais surtout économique et social, doit évoluer. N'ayons pas peur. Nos échanges nous permettront de porter des projets opérationnels pour être acteurs de ce changement. Nous voici maintenant à un tournant de notre étude. Nous devons présenter les axes opérationnels que nous voulons porter. Vous serez sollicités, tous ici, pour classer ces propositions par priorité que les groupes de travail ont retenues. Serge vous donnera le détail du déroulé de ces 2 heures d'échange, qui sont aussi le début de nouveaux projets que nous voulons porter. Pour la FINC, certains seront mis en action dans les prochaines semaines, car si le temps court, notre responsabilité est de continuer à construire, à avancer de manière très concrète. À ce titre, cette étude, au niveau de la Fédération des industries et des industriels, nous a amené à initier des états généraux de l'industrie qui devront débuter en novembre 2017. Un mot pour conclure ce petit discours avant de passer la parole à André. André, je suis extrêmement déçu. Tu m'avais dit hier, pas plus tard qu'hier, que tu mettrais une banderole qui dirait « 2018, yes we can ». Et je m'en réjouissais, car j'aurais pu te répondre, au risque de me faire déshériter et aussi de me faire taxer d'être un gauchiste indépendantiste, en te répondant par exemple « Oui André, tu as raison, yes we can ». Mais j'aurais peut-être tempéré par un trait français « En avant, marche et droit ». Merci de votre attention et bonne fin d'après-midi. Merci Xavier. Donc, à mon tour, je vais dire quelques mots pour donner aussi l'état d'esprit dans lequel le STKE s'est inscrit dans cette démarche. Mais avant tout, je voudrais d'abord marquer mon profond respect à l'ensemble des personnes ici présentes, venant de tous les horizons, économiques, politiques, la société civile, institutionnelle, etc., et qui marquent ainsi à leur manière l'intérêt porté à la démarche
dont les préconisations vous seront présentées tout à l'heure par les responsables des groupes de travail. Respect et humilité également aux gens de l'endroit, Djoubia Capone, et remerciements au président de la province sud pour avoir accepté d'héberger ce séminaire conclusif. Et je salue également les élus politiques du Congrès, du gouvernement, et la présence du monsieur le commissaire qui nous fait l'honneur d'assister à ce séminaire. Alors, pourquoi avons-nous engagé ce travail en commun avec une organisation patronale, la FINC, Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, avec laquelle nous avons notre lot de divergences sur le plan social? Parce qu'il nous faut construire un pays plus juste, plus équilibré, donner du travail et de l'espoir aux nouvelles générations. Il est difficilement acceptable dans un pays riche comme le nôtre, par exemple, de constater que 17% des ménages, 53 000 personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté, 72 000 francs mensuels. À ce train-là, on va droit au mur si les inégalités doivent persister. Il faudra donc trouver des convergences entre les différentes forces de ce pays et réunir les énergies chaque fois que cela sera possible. Le monde du nickel s'est transformé et nous sommes convaincus qu'il n'apportera pas à lui seul les emplois de demain ni les richesses dont nous avons besoin. C'est une industrie qui est marquée maintenant depuis 2 ans par une crise particulièrement sévère, se traduisant par des cours historiquement bas. Nos 3 usines, toutes intégrées à la mine, génèrent des pertes très importantes. Et si des solutions doivent absolument être trouvées pour sauver l'industrie minière et ses emplois, il s'avère de plus en plus indispensable de penser l'avenir du pays autrement que par le seul prisme du nickel. La construction du pays et d'un destin véritablement commun passe nécessairement par là. L'USTKE s'est donné pour vocation et objectif de contribuer à construire un pays indépendant, maîtrisant ses richesses et son destin. Un pays dans lequel les Kanaks, peuple premier, auront de fait pleinement accès à la connaissance, aux emplois qualifiés d'encadrement, et pourront ainsi bénéficier des richesses créées. Il faut donc développer une autre économie, sortir également de l'économie de comptoir, héritée du colonialisme, qui n'enrichit qu'une minorité au détriment du plus grand nombre. Le pays est doté de richesses et de potentialités extraordinaires, que ce soit dans le domaine agricole, touristique, les richesses de la mer, la recherche, etc. Il faut rééquilibrer nos territoires, intégrer dans l'emploi et la prise de responsabilité le peuple kanak, trop longtemps mis à l'écart, mais aussi les autres communautés. Les défis sont immenses. Pour changer les choses, les slogans ne suffisent plus. Les propositions que nous ferons aujourd'hui, après des mois de discussion et d'échanges, sont une contribution, un début. Ce n'est pas un programme de gouvernement. C'est un appel à construire un pays nouveau, économiquement et socialement équilibré, que l'USTKE souhaite dans un contexte de complète émancipation. Merci. Merci aux 2 présidents de ces organisations pour nous avoir permis de fixer un peu le cadre et la démarche de ce chantier. Je vais vous présenter la façon dont ça va se dérouler ce soir, en 2 petites heures de temps. Mais avant, comme l'a dit Xavier dans son intervention, je voudrais signaler que l'ensemble de ce processus, de ces travaux, ont été accompagnés effectivement par le groupe Alpha. Et le président de notre groupe à Paris a tenu à vous faire parvenir un petit message. Nous l'avions enregistré, mais la qualité n'était pas bonne, donc on a préféré lire le message de Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, et Laure Gendreau, qui est ici et qui est sa représentante et qui est chez nous aujourd'hui de façon, pour un certain nombre d'années. Je vous propose de l'écouter, de lire ce petit message rapide qui est la marque de salut et d'estime donc de notre président et de l'ensemble de notre groupe pour la Nouvelle-Calédonie et pour l'ensemble de ses forces qui œuvrent dans ce sens le plus positif et ce sens de construction. Laure, si tu veux lire rapidement le message de Pierre. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Bien donc, de la part de Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous, mais l'actualité sociale et le débat sur les ordonnances me retiennent de manière importante sur Paris. Votre séminaire de ce soir conclut 6 conférences-débats sur des thématiques choisies et préparées
par plusieurs dizaines de responsables et membres de l'USTKE et de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Vous avez fait l'honneur au groupe Alpha de vous accompagner dans ce projet, et plus particulièrement à notre équipe de Sodi Pacifique qui a été mobilisée depuis le mois d'avril à vos côtés. Je vous en remercie. Votre démarche commune découle de convictions partagées. La première est que les changements dans le monde du nickel impliquent de penser différemment le développement de la Nouvelle-Calédonie. Le pays ne peut pas s'appuyer uniquement sur la base de cette ressource. L'économie doit se diversifier et des relais de croissance doivent pouvoir apporter les emplois dont les générations présentes et à venir auront besoin. La seconde, qui nous est chère également, est que la qualité du dialogue aux différences d'appréciation est plus importante que l'affrontement. Les modalités que vous avez retenues sont un exemple qui peut faire école de réflexion, d'échange et de force de proposition pour trouver des solutions d'avenir à la Nouvelle-Calédonie. J'espère que cette façon de procéder fera écho auprès de l'ensemble des forces vives de ce pays. Les échéances politiques vous attendent ainsi que des enjeux majeurs de développement économique et social. Je crois que l'USTKE et la FINC ont démontré que par la voie du dialogue, on peut arriver à partager et à formuler des diagnostics intéressants et mettre en évidence des solutions appropriées. Si le groupe Alpha et Sodi Pacifique peuvent continuer à vous aider dans la période à venir, j'en serai ravie. Je vous souhaite une pleine réussite. Voilà. Merci. Bien, après ces trois discours, nous allons passer donc aux différents sujets. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu quelle va être la façon dont va se dérouler ce séminaire. Il y aura des présentations de travaux qui ont été réalisés durant ces derniers mois, mais également en amont de ce séminaire pendant 1 heure. Je rappelle rapidement, vous avez peut-être tous eu en main le programme des conférences qui ont eu lieu. Il y a eu effectivement 6 conférences au total. Une première conférence qui permettait un petit peu une entrée en matière et qui a été animée principalement par Catherine Ries, que nous saluons ici, et qui a donc consisté à présenter une note qui avait été réalisée pour le Conseil d'analyse économique par un certain nombre d'économistes, et notamment donc Catherine Ries. Cette note macroéconomique visait à donc établir un certain nombre de constats sur la situation de l'économie de la Nouvelle-Calédonie et sur la base de ces constats faire un certain nombre de recommandations. Alors je ne vais pas reprendre tout cela dans le détail. Nous avons un petit peu échangé sur l'ensemble de ces sujets et on verra d'ailleurs que dans les propositions qui seront faites ce soir, eh bien, sur certains points, nous reprenons des aspects de ces travaux-là et puis de ces discussions. Nous avons ensuite, au-delà de cette première conférence qui était un peu une introduction au débat, travaillé et défini entre les deux organisations une série de thématiques. Ça a été notre méthode de travail. Quels sont pour les deux organisations l'ensemble des sujets qu'il s'agit d'aborder prioritairement si l'on veut penser la Nouvelle-Calédonie de demain, penser son développement économique. Les deux organisations ont donc préparé et proposé un certain nombre de thèmes, puis nous les avons, je dirais, fusionnés, travaillés pour en dégager 5 thématiques, 5 grandes familles thématiques pour organiser nos travaux qui se sont déroulés sous forme de conférences avec un certain nombre d'invités. J'ai vu qu'il y avait dans la salle des invités qui ont participé à ces débats et je leur remercie non seulement pour leur ancienne participation, mais y compris pour être là également ce soir. 5 thèmes. Le premier, urbanisme, foncier, espace économique, habitat, logement social et industrie. Alors certes, quand on veut résumer l'ensemble des problématiques économiques et sociales en 5 thèmes, on est obligé de prendre un certain nombre de raccourcis et les thèmes peuvent être extrêmement vastes. Là, dans cette thématique-là, il était question donc d'urbanisme, de gestion de l'espace calédonien,
des problématiques de foncier, des problématiques de logement social, d'habitat au sens général. Donc on a travaillé là-dessus à travers une séance relativement approfondie et tout à l'heure également, et donc tout à l'heure, un groupe de travail a essayé de dégager quelles sont les propositions principales immédiates qui paraissent aux deux organisations les plus importantes à souligner. Ça, c'était un premier thème. Deuxième thème qui a fait l'objet également d'une conférence le 20 juin, le désenclavement de l'archipel. Une condition à la fois pour accueillir les gens de l'extérieur, les touristes, ceux qui veulent venir ici en Nouvelle-Calédonie, mais également pour pouvoir mieux exporter, mieux se développer au niveau notamment de la région Pacifique. Là, quelles sont les thématiques qui se posent sur cette problématique-là et comment essayer d'apporter quelques solutions et quelques propositions pour aller de l'avant. Une autre thématique chère et qui a fait l'objet y compris de colloques, de beaucoup de débats ici en Nouvelle-Calédonie, une thématique autour de l'autosuffisance alimentaire. Comment essayer de faire en sorte que le pays puisse assurer le principal de l'ensemble de ses ressources de consommation au lieu d'importer au niveau où il importe aujourd'hui. Donc une conférence également sur cette thématique-là. Une quatrième pour un pays ouvert sur le monde, où les deux organisations ont souhaité un petit peu parler à la fois culture, mise en valeur de la culture locale, des cultures calédoniennes, qu'elles soient kanak ou autres, et évoquer en même temps le lien entre ces aspects de culture et le tourisme. Qu'est-ce qu'on a à offrir aux touristes qui viennent nous voir et quelle est la conception que l'on peut avoir du développement touristique dans ce pays, le tourisme pouvant être un relais de croissance pour l'ensemble des activités de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, un dernier thème extrêmement important qui a rapport aux besoins en emploi et en compétences aujourd'hui et demain. Toutes les études montrent que les besoins en compétences au niveau du pays sont de plus en plus élevés. On le voit dans les processus d'embauche, de recrutement. Comment répondre au mieux à ces besoins de l'économie, de l'industrie, de l'ensemble des activités de service. Comment offrir des compétences locales à l'ensemble donc des activités du territoire. Donc on a essayé de brosser un petit peu l'ensemble de ces thèmes-là, d'en tirer un certain nombre de propositions. Avant que nous démarrions cette séance, il y avait dans cette salle 5 groupes de travail, regroupant pour chacun d'entre eux 3 représentants de la FENC et 3 représentants de l'USTKE, qui ont donc ces groupes essayé de travailler à rassembler leurs propositions et à dégager quelles sont les principales propositions communes qui peuvent être donc présentées et mises en avant par à la fois la FENC et l'USTKE. Alors, ces propositions ne font pas le tour de l'ensemble des thématiques. Nous n'avons pas eu la prétention de tout faire, mais simplement de dégager un certain nombre de propositions prioritaires, opérationnelles, pour alimenter la réflexion dans une construction pays qui prendra nécessairement du temps. Mais l'essentiel était d'en discuter, de confronter, d'essayer de trouver des points de convergence, ce qui a été fait. Donc nous allons là, toutes les 15 minutes, essayer de traiter un des thèmes. Comme l'a dit Xavier, votre participation se déroulera en fait à la fin de ce séminaire, où on vous expliquera la méthodologie tout à l'heure, à vous prononcer sur les propositions qui vous paraissent les plus prioritaires, grâce à votre téléphone ou votre smartphone, avec une technologie que l'on vous présentera, une petite méthodologie que l'on vous présentera. Donc ça sera votre contribution à l'ensemble de ces débats. Et là, je vous propose de passer tout de suite donc, au traitement des différents thèmes. Vous allez avoir à chaque fois un petit film de 6 à 8 minutes qui reprend un certain nombre de choses dites lors des conférences. Ça vous permettra de voir un petit peu la façon dont elles se déroulaient et de comprendre un petit peu un certain nombre d'éléments. Et puis ensuite, 2 responsables de l'USTKE et de la FENC sur chaque thématique viendront ici pour vous exposer, pour vous présenter les propositions qu'ils comptent présenter en commun ou de façon séparée, puisque là, il s'agit de mettre en avant les convergences, mais sans oublier que chaque organisation peut avoir la volonté de porter elle-même, y compris ici, donc ses propres solutions sans forcément les partager avec la deuxième organisation. Donc on va commencer, si vous voulez, on va pouvoir commencer tout de suite par le premier film
donc, qui est sur le premier sujet autour de l'habitat, du foncier, du logement, de l'aménagement du territoire. Premier petit film. J'affirme, en ce qui concerne la SIC, que je n'ai pas de problème de foncier, je n'ai pas de problème de financement sur les opérations de logement. Ce que l'on fait, c'est qu'on demande à la SIC de prendre en charge des coûts qui ne relèvent pas de la mission de la SIC. Et ça, c'est problématique. On n'a pas l'argent pour financer la construction des infrastructures, voiries, stations d'épuration, équipements culturels, équipements sportifs, etc., etc. Et ça pose le problème de la santé financière des communes. Aujourd'hui, aménager du foncier en Nouvelle-Calédonie, ça prend entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les reins solides et puis une vision à long terme qui est absolument nécessaire et qui parfois manque. Les problèmes des approches globales de l'aménagement du territoire, avec toutes les questions que vous posez, ont déjà été posées, donné lieu à des réflexions, à des publications et donné lieu même à des embryons de décision. Ne serait-ce que Nouvelle-Calédonie 2025. La question n'est pas de savoir si on n'a pas une vision du global du territoire, c'est pourquoi lorsqu'il y a une vision globale du territoire qui se construit, on n'en veut pas. C'est ça la vraie question. Pourquoi? Parce que les compétences sont éparpillées à tous les niveaux. Elles sont éparpillées au niveau du territoire, elles sont éparpillées au niveau des provinces, elles sont éparpillées au niveau des communes. Et puis après, on a tout ce qui est cloisonnement horizontal. Le directeur, il parlait notamment de, c'est pas à eux de faire de l'éducation. Et ben, les collectivités, elles sont conçues comme ça, avec des directions qui s'occupent d'une thématique. Et généralement, il y a une absence de communication entre les différentes directions. Et donc, du coup, en matière de mise en œuvre et de cohérence horizontale des différentes politiques publiques pour construire un projet de société qui soit passé au prisme, par exemple, du destin commun vers la construction de ce destin commun, eh ben, on se retrouve confronté à des incohérences au niveau de chaque province. Donc, on ne peut pas avoir une vision globale qui soit mise en œuvre quand les collectivités elles-mêmes partent chacun de leur côté après avoir réfléchi ensemble. L'espace public en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que c'est? Il y avait l'exemple illustré, c'est je suis chez moi et puis il n'y a pas de barrière, et puis par contre le petit jeune dans sa tribu, même s'il n'y a pas de barrière, il sait à qui appartient cette maison et quelle relation il a avec celui qui est à côté. Et c'est rassurant quelque part, il se situe dans un espace qui est socialisé, qui est le sien, et où il n'y a qu'une seule parole qui circule. Si tu vas à côté, ça renvoie au problème de délinquance. Comment le jeune en ville, il se situe par rapport à l'autre. Il n'a pas de lien de famille avec l'autre. Donc le jeune kanak en particulier, ça peut être un facteur explicatif du non-respect de l'espace public finalement. Parce que l'espace public, en fait, il appartient à personne. Dans les tribus, on sait à qui il appartient. Et donc il y a un respect naturel de cet espace. J'étais à Medellín, en train de réfléchir sur les quartiers les plus pauvres de Medellín. Et je rencontre un maire superbe, Sergio Farardo, qui m'explique. Il me dit, en fait, vous voyez, moi, les gens qui sont pauvres là sur ces quartiers, je ne vais pas les emmener en ville, voir les riches. La mixité, ça ne va pas fonctionner. Je ne vais pas faire venir les riches dans ces quartiers-là, ça ne va pas fonctionner. Comme moi, je n'arrive pas à faire venir les gens des quartiers sud à Tindu pour y habiter. C'est vrai, c'est le même problème. En revanche, alors qu'il y avait 500 homicides par an dans ce quartier, je vais faire en sorte de mettre un paquet de richesses en termes de culture, d'accès à la formation, d'accès à l'emploi, et je vais faire de ce quartier, en y mettant beaucoup d'investissements, d'appui aux familles, je vais faire en sorte qu'on puisse y vivre. Mais aujourd'hui, c'est ça un peu la problématique que nous on rencontre dans ces quartiers-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investissements publics sont, je ne veux pas dire qu'ils sont inexistants, mais ils sont faits, je veux dire, soit ils sont faits, mais derrière, il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucune gestion, alors qu'il y a vraiment une richesse dans ces quartiers. Il y a énormément de jeunes qui sont prêts à je veux dire, à s'impliquer. C'est difficile, mais effectivement, à partir du moment où le logement est connoté social, on a tous les a priori qui vont avec. Le logement social, c'est un indicateur. C'est un indicateur, je le prends toujours comme un indicateur, parce qu'on a l'impression que ça va résoudre un certain nombre de choses, mais le logement, il ne résout pas. Il ne résout pas la totalité des problèmes que les gens transportent avec eux. Par rapport à l'accès à des choses, par rapport à la compréhension des équipements dans lesquels ils sont, et même dans la vie
dans la ville. Je pense que le logement, il a quand même une fonction sociale. Il ne faut pas qu'on l'oublie, notamment dans l'éducation. Dire qu'un enfant qui n'a pas un espace éclairé pour travailler au calme, l'ascenseur social, il a peu de chances de marcher à un moment ou à un autre. Beaucoup d'études, notamment celles qui ont été faites par les équipes du large au niveau de l'UNC, ont démontré que les inégalités, je veux dire, en termes de réussite scolaire, en termes d'accès à des formations supérieures, etc., ont pour origine, pour la plupart des cas, liés à cette situation liée au logement. Aujourd'hui, si vous pensiez à le logement social de demain, vous le penseriez comment ? Il est nécessaire d'intégrer une vraie problématique justement liée au site, liée à la culture, liée à l'environnement. Le logement social peut être l'outil pour innover. Si on veut développer des activités économiques sur le territoire dans une perspective de long terme et moins dépendre des importations et de l'utilisation de matériaux qui viennent de l'extérieur, de loin, de pas trop loin, d'un peu moins loin, bref, on a intérêt à mettre en place, développer par exemple la filière bois construction, filière bois énergie en complément du bois construction. On a des forêts, on a des ressources naturelles, il faut les valoriser, les utiliser, mettre en place un savoir-faire, ça prend du temps et donc il faut s'y préparer dès maintenant. Il y a déjà des entreprises positionnées et ça commence un petit peu à émerger et en effet il faut qu'il y ait des politiques qui prennent le risque de dire allez ok on y va, on développe, on monte la filière et on... Voilà donc pour le petit Reader Digest de cette séance-là. Donc je vais appeler pour présenter les quelques propositions du groupe de travail dont les deux animateurs, les deux rapporteurs de ce premier groupe de travail, Pierre Wajoka, qui est là, qui est où? Allez, ici, avec moi. Allez, c'est pas grave, tout va bien se passer. Vous êtes les deux premiers. Tout le monde va être sympathique. Vous êtes les deux premiers intervenants, donc Pierre Wajoka et Cécile Chamboredon. Donc, qui prend la parole? Madame, honneur aux femmes. C'est madame ou c'est monsieur? Madame, vous avez tiré au sort, vous avez fait comment? Ouais. Allez, on y va. Voilà le micro. Bonsoir. Donc, vous avez vu que c'est une thématique qui était particulièrement large et il s'agissait effectivement de faire un grand écart sur des sujets extrêmement variés. Du coup, on a choisi donc en commun 2 propositions. Et la première proposition, c'est alors c'est pas facile de trouver le nom, mais d'obtenir un pilotage pays de la gestion de l'habitat et du logement au sens en tant que système, c'est-à-dire non pas un lieu d'habitation uniquement, mais comme ça a été évoqué dans le film que vous avez revu, en tant que lieu de vie. Et ce pilotage pays, quel que soit le nom qu'on met derrière ou la structure, ça peut s'appeler une direction, un ministère de l'industrie, dans tous les cas, il doit faire le pont entre des propositions qui vont partir d'un état des lieux, bien entendu, de la situation peut-être de l'industrie locale qui peut participer dans la thématique du bâtiment, à des thématiques comme le renforcement des structures culturelles, sportives dans les zones défavorisées avec des investissements correspondant à ça, tout en intégrant des constructions de logements pour préserver les us et coutumes des populations océaniennes, donc en intégrant les besoins des personnes qui vont y habiter. La facilitation de l'accès à la propriété, donc quelque chose d'extrêmement vaste, mais qui s'organise au sens pays plutôt que par filière et responsabilité partagée, comme on l'a un peu évoqué dans les films. Donc ça, c'est la première proposition. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, la deuxième proposition qu'on a travaillé en groupe de travail, c'est un plan de simplification de procédures de gestion de l'immobilier. Je donne quelques exemples. Par exemple, la demande à la maison de l'habitat, là où on crée les dossiers. La durée de dossier est de 1 an. Et en fait, 1 an, c'est trop court. C'est trop court pour les clients parce qu'en fait, ils se découragent vite. Nous, notre proposition est de le prolonger à 2 ans. Le deuxième exemple, c'est l'impartialité. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aussi de superviser, de favoriser les anciennes demandes. Il y a trop de signalements. Et voilà, il y a trop de, comme ça, ce que je veux dire par là, c'est trop de débordements. En fait,
un dossier qui a été créé en 2008 et un dossier qui a été créé en 2014, on ne favorise pas l'ancienne demande. Il y a beaucoup de débordements sur ça. Et ensuite, si possible, répondre aux besoins de la clientèle, c'est-à-dire donner satisfaction aux demandeurs, c'est-à-dire par rapport au lieu. Par rapport aussi, par exemple, parce qu'il y a des clients qui demandent à habiter dans les bâtiments, mais il y a ceux aussi qui demandent aussi d'avoir un rez-de-chaussée, d'avoir un jardin. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde, mais si possible, donner, voilà, comme j'ai dit, donner satisfaction aux demandeurs. Ensuite, là, le quatrième exemple qu'on a donné, c'est la proximité. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien la maison de l'habitat se trouve au centre-ville. Ça incite aux clients, aux locataires, par exemple, je prends des quartiers populaires, qui n'ont pas forcément les moyens pour prendre le car, pour se déplacer, d'installer des agences à proximité pour effectivement faire leur demande. Soit des agences fixes, soit mobilité de permanence. Et on sait très bien que, voilà, nous, par rapport, moi je travaille sur Rivière-Salée, je sais très bien que la plupart de mes clients là-bas n'ont pas de voiture, n'ont pas de moyens de locomotion, n'ont pas assez d'argent aussi, parce que la plupart, c'est des vieilles personnes qui sont à la retraite, qui ne peuvent pas renouveler, réactualiser leurs demandes. Déjà, 1 an, c'est trop court. Et on leur demande aussi d'aller faire des déplacements, aussi d'aller chercher des documents. Et c'est très difficile pour eux. Voilà, la réalité du terrain ne correspond pas vraiment aux gens qui travaillent derrière les bureaux, tout ça. Voilà un peu nos propositions entre l'USTCAV et la FEC. Voilà. Merci. Quand vous démarrez sur la première proposition qui est en fait une gestion un peu plus globale du pays des questions de l'habitat et du logement, c'est parce que vous considérez qu'aujourd'hui, les responsabilités, les prérogatives sont extrêmement partagées et pas forcément toujours cohérentes dans l'opérationnalité. Hein, comme on entendait dans la petite présentation et comme on a eu pendant la conférence, personne qui disait en gros on peut construire un bâtiment, mais on n'a pas forcément tout de suite à côté, et dans un délai raisonnable, les éléments d'habitat, de service public, d'organisation. Donc je traduis un petit peu ce que vous avez dit, c'est un peu cette notion-là que vous voulez mettre en avant en soulignant la nécessité d'avoir une vision globale de l'habitat et de l'ensemble de ces projets. D'accord, oui ? Oui, c'est bien ça aussi, mais par exemple, si vous prenez un exemple concret, réalité, c'est Thubon. Vous prenez Thubon, vous prenez les quartiers sud, là où ils ont tout refait Pierre Vernier. Vous prenez Tendu, où ils ont fait de la réhabilitation. Vous prenez Saint-Quentin, on fait de la réhabilitation. On fait de Machetour, on fait de la réhabilitation. Vous voyez autour, il y a des anciens sportifs, parce qu'on va nous dire, si, il y a des terrains sportifs, mais vous ne pratiquez pas. Vous dites, oui, mais vous faites des terrains sportifs, vous laissez, mais le plus souci derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Quand vous regardez les infrastructures qu'il y a à Pierre Vernier par rapport à Pierre Lanquette, à Vallée du Tir, ne sont pas les mêmes. Et ça, déjà, il y a une égalité déjà du petit jeune qui regarde ça, il va se dire tout de suite, il va dire, non, mais attends, vous me prenez pour un débile ou quoi? Là-bas, il y a tout. Ici, vous nous donnez des pieds, puis en plus, c'est des camelotes. Ça casse. Dans une semaine, c'est cassé. Bon, également, un souci de meilleure répartition, de meilleure égalité, entre guillemets, sur un certain nombre d'équipements autour de l'habitat et autour des logements de l'ensemble des Calédoniens. Donc, ça fait partie un petit peu de ce que vous avez dit tout à l'heure. OK. Comme le temps tourne, je propose que nous passions au deuxième film. Xavier ? Juste un mot, parce que vous verrez que c'est quelque chose qui a été récurrent dans tous les groupes de travail qu'on a eus sur l'organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un point important. Notre idée, c'est pas de porter un sujet sur la réorganisation, mais systématiquement, dans toutes les thématiques qu'on a abordées, le problème de l'organisation provinciale et territoriale est apparu comme un frein au développement de Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée qui a été portée, ce n'était pas de supprimer la provincialisation, ce n'était pas ça notre idée, c'est qu'en tous les cas, il fallait réorganiser les compétences entre les différents échelons administratifs pour pouvoir accompagner le développement des projets. Ça, c'était un point qui a été transverse et systématique, que ce soit pour des sujets comme le tourisme, comme le logement, etc., etc. Alors maintenant, le second thème, les problématiques de désenclavement de l'archipel, une condition pour accueillir et exporter, autour de sujets comme la cherté d'accès, le coût de l'accès à la Nouvelle-Calédonie, les insuffisances en termes d'infrastructures ou de liaisons régionales, que ce soit par mer ou par air,
etc. Donc l'ensemble de ces éléments tournant autour de la capacité d'accueil, d'accessibilité à Nouvelle-Calédonie et surtout pour ces industriels et ces prestataires, une meilleure capacité à exporter et à avoir les jonctions, à être un hub un petit peu et à avoir les jonctions avec l'ensemble du Pacifique. Donc deuxième petit film. 2017, pour la 4e année, pour l'instant, on va laisser terminer l'année, mais en tout cas les 3 dernières années, c'est qu'il y a des croissances annuelles de tous les marchés de proximité sur lesquels nous avons mis les contrats de destination, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon. Et donc on a vraiment besoin de ces réservoirs de croissance qu'il faut aller chercher sur les marchés extérieurs et sur les marchés touristiques. Ça, c'est un axe majeur dans la stratégie de la compagnie. Et c'est cette stratégie-là qui nous permet d'améliorer nos coûts. Moi, je considère qu'on a plutôt un bon service et qu'on a un service qui est cher. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui sont venues, qui sont reparties. Et s'ils sont repartis, c'est pas parce qu'on les a mis dehors, c'est parce qu'ils ne gagnaient pas d'argent. Les compagnies aériennes viendront quand elles estimeront qu'il y aura un bon business à faire. Les compagnies aériennes ne vont pas venir pour développer la Nouvelle-Calédonie et le tourisme. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Parce que le marché calédonien a ses limites en termes de nombre. Il n'est pas extensible à l'infini. Accroître la visibilité de la Nouvelle-Calédonie dans la région, puisqu'on avait des relations historiques effectivement avec l'Europe, sauf que notre marché il est clairement régional. On a des relations quand même au niveau bilatéral avec l'Australie assez proches, qui font que justement on travaille à faciliter les procédures d'accès phytosanitaire, puisqu'en définitive la protection de l'Australie, comme vous dites, elle est plus douanière en termes de taxes, elle est surtout d'ordre sanitaire, normatif, certification. Il faut savoir qu'on est quand même une des rares zones encore à avoir une taxe à l'export aujourd'hui. Lorsque les produits sont exportés, on a 10% du prix de vente qui est taxé, donc c'est des centimes additionnels de la patente. On a aussi certains freins que les chefs d'entreprise qualifient de logistique, peut-être parce que justement on n'était pas prêt encore aujourd'hui à s'ouvrir sur l'extérieur, donc on a un peu de chemin à parcourir. Au niveau de la région, il y a des problèmes justement de liaison régulière. En définitive, la Nouvelle-Calédonie elle est sur un axe qui vient de l'Asie vers l'Australie, et souvent il y a besoin justement de transbordement en Australie pour réacheminer des conteneurs sur la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, on a aussi un problème de conteneurs qui partent beaucoup à vide. Le port de Nouméa est aussi un hub, c'est-à-dire que du transbordement qui se fait aussi à Nouméa. Et puis, il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits par les compagnies maritimes pour réduire le transit. Il y a de plus en plus de touchés. On a la capacité aujourd'hui de prendre le lead, même si certains pays font effectivement une sorte de course avec la Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, on est bien positionné effectivement pour être le hub régional. Aujourd'hui, le ressenti des entrepreneurs, c'est quand même mon container qui arrive en Nouvelle-Calédonie, il me coûte cher, et beaucoup plus cher que ce qui pourrait me coûter sur d'autres territoires de la région. C'est dans le sens Grande Terre-Île qu'il y a le plus de trafic. Le sens île-Grande Terre, quand je dis Grande Terre, bien sûr, c'est Nouméa. C'est principalement donc les produits agricoles, et c'est les produits de la mer. Et c'est quelques commerçants qui font du transport pour les besoins au marché, puisque certains ont des stalls au marché, et puis c'est surtout beaucoup du fret familial, quoi. Provenant donc de la famille ou des mariages. Le transport passager sur les îles, ça coûte une blinde. C'est-à-dire que quand je dois envoyer quelqu'un sur les îles pour une intervention, rien que le prix aller-retour pour aller sur place, ça me coûte une blinde. Comment on peut améliorer la desserte interile? Et je ne vois pas beaucoup de solutions aujourd'hui parce que personne n'a envie de mettre de l'argent là-dedans et de s'essayer. Il n'y a pas de volume important. Usagers, je disais que les choses sont sensiblement améliorées, ça c'est clair. Après, est-ce que le modèle économique est soutenable? Ça c'est une autre chose. C'est parce que ça coûte de l'argent, ça coûte aux collectivités, parce que toutes les exploitations ne sont pas forcément bénéficiaires. On peut l'entendre assez facilement, c'est du service public. Donc la volonté du gouvernement, c'est essayer de rationaliser ces dessertes-là.
quand il y a la période de carénage, donc ça c'est obligatoire hein, par rapport à la réglementation maritime, que ce soit nos navires de fret ou que ce soit notre navire de passagers, on est obligé d'aller caréner en Australie. Hein. Les bateaux d'un certain tonnage sont obligés d'aller caréner en Australie. Et donc, par exemple, pour le transport de passagers, quand le bateau il part et il est caréné pendant 1 mois et demi ou 2 mois, il n'y a pas de transport sur les îles, hein, puisqu'il n'y a pas de moyen de remplacement. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de cale de halage qui permettent justement de caréner les bateaux. Donc, c'est une demande que les opérateurs ont déposée auprès du port depuis de longue date. Et malheureusement, ça n'a pas été retenu. Mais ça, c'est important parce que, en plus, ça pourrait travailler les entreprises locales hein, plutôt qu'on aille faire travailler les Australiens. Et que si on veut arriver à développer l'économie dans le Nord, on aurait besoin impérativement d'un port commercial international dans le Nord. Les gens réfléchissent déjà depuis un moment d'avoir un deuxième port et que les marchandises seraient déchargées au port de Nouméa et transportées par la mer vers, à un moment donné, il était envisagé Népouilly. Et puis maintenant, on parle aussi de Koumar. Nous sommes victimes, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, du faible nombre de touchés. C'est-à-dire qu'il faut maintenir des infrastructures, maintenir des équipes, maintenir du matériel pour 2, 3, 4 mouvements d'avion. Et bien sûr, en regroupant des opérateurs sur la plateforme de la Tontouta, on aurait 5, 6, 7, 8 par jour avec les mêmes infrastructures et tout ça, ça diminuerait notre coût. Vous habitez les îles, l'idée aujourd'hui de se faire du Lifou-Tontouta et puis de prendre la route pour Nouméa, on comprend que ça ne les enchante pas. Hein. Un touriste qui arriverait à Tontouta pourrait immédiatement faire du Tontouta Lifou, du Tontouta ailleurs. Bien. Là, pour les propositions concernant cette deuxième thématique, j'appelle Baptiste Faure. Par là, oui. Ainsi que Daniela Wawanabu. Donc, merci de vous joindre à moi. Et je vous passe le micro. Je passe le micro à qui? Qui c'est qui commence? Oui, Baptiste? Oui. Bonsoir à tous. Alors, il faut parler, je le précise pour tous les suivants, il faut parler vraiment presque en mangeant le micro, hein, sinon les personnes qui sont au fond n'entendent rien, je crois, ont du mal un peu à capter ce qui se dit. Hein. Donc, il faut vraiment parler très très près. Très bien, c'est entendu. Bonsoir à tous. Donc, sur ce sujet, il y avait plusieurs propositions. Et finalement, de nombreuses propositions étaient communes entre USTKE et FINC. Beaucoup de propositions, vraiment, les deux propositions ont adhéré à ce qui a été dit dans la vidéo. Je laisse la parole à Daniela pour les premières propositions. Bonsoir à tous. Alors, une des premières propositions concerne le transport et la desserte maritime régionale. Donc, on s'est entendu sur la construction d'une cale de halage pour les conteneurs. Et dans le Nord, pour nous, l'USTKE, peu importe pour la FINC, un réaménagement d'un port existant ou la réalisation d'une infrastructure dimensionnée aux besoins du Nord, donc un port commercial également dans le Nord. Là aussi, peu importe pour la FINC. Et concernant le transfert de l'aéroport de Magenta sur Tontouta, renforcer l'articulation entre le réseau routier et les aéroports, une 4 voies partant de Nouméa jusqu'à Tontouta. Voilà. 3 autres propositions communes sont ressorties de nos débats, notamment la nécessité de mutualiser les moyens de transport, que ce soit en local ou vers l'international. On a beaucoup entendu la problématique du faible nombre de touchés, du faible volume. Et du coup, pour cela, on trouvait intéressant de mutualiser les compagnies aériennes, mutualiser les infrastructures, mutualiser les moyens terrestres, maritimes ou aériens pour essayer de faire baisser les coûts et baisser les prix des prestations et du coup augmenter le volume, augmenter l'attrait touristique. Une autre proposition était notamment d'essayer de travailler à la mutualisation des chambres consulaires pour une optimisation des services,
baisser également, essayer de trouver des gains, des économies, baisser les coûts et gagner en efficience. Un exemple qui a été donné lors des discussions et qui l'illustrait très bien, c'était notamment sur le port maritime qui accueillait les croisiéristes, qui était géré par la CCI. Un membre du groupe a déploré la faible présence et valorisation de l'artisanat d'art kanak dans cette gare et dans ce port. Et du coup, si ça avait été conjointement géré entre CCI et CMA, peut-être que l'artisanat d'art kanak serait mieux valorisé. Donc, une des raisons pour lesquelles on a réfléchi à cette mutualisation et un regroupement des trois chambres consulaires. Et enfin, pour lutter contre le désenclavement de la Nouvelle-Calédonie, s'est posée aussi la question de la fracture numérique, la nécessité de réduire cette fracture numérique en local, permettre l'accès et augmenter l'accès au numérique à l'ensemble des populations sur tous les territoires de la Nouvelle-Calédonie, et aussi augmenter la visibilité de la Nouvelle-Calédonie sur l'outil numérique, aussi vers l'international pour augmenter sa visibilité. Et un dernier point qui était qui tenait beaucoup à la FINC et sur lequel l'USTKE n'avait pas montré forcément beaucoup d'opposition et pouvait s'associer aussi à l'idée, c'était vraiment de supprimer la taxe à l'exportation qui forcément plombe l'attrait et le coût des productions locales vers l'étranger. Voilà pour les propositions retenues dans ce groupe. Eh bien, merci. Elles sont nombreuses, très bien exposées. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez empiété un peu sur vos petits camarades de la conférence numéro 4, tout ce qui est culture, artisanat, etc. Mais enfin, ils ne vous en voudront pas. Hein, ça fait partie aussi, vous aviez un peu empiété. Et puis, en termes de désenclavement, vous n'avez pas abordé simplement les problématiques de transport concrètes entre l'avion, le bateau, etc. Vous avez également parlé de désenclavement, si j'ai bien compris, un petit peu numérique, d'accès un peu plus sur l'extérieur, avec une évolution des capacités numériques et des outils un peu plus lourds à prévoir pour les habitants de la Nouvelle-Calédonie, hein, y compris le désenclavement de ce point de vue-là. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va passer à la troisième conférence sur l'autosuffisance alimentaire. Là, je n'ai pas besoin de réexpliquer de quoi il s'agit. Il y a pétoire de colloques, de contributions, de débats là-dessus. Donc, le petit film pour commencer. On sera 9 milliards à l'horizon 2050 avec des terres arables qui vont diminuer dû au réchauffement climatique. Et un des grands enjeux qu'aura à surmonter l'humanité, c'est la capacité à se nourrir et à se nourrir correctement. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est un État insulaire comme la Nouvelle-Calédonie, perdu dans le fin fond du Pacifique. Voilà, il y a un vrai enjeu stratégique pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a un enjeu socio-économique. Produire local, c'est créer de la richesse localement. On a une population agricole vieillissante, on a 1000 exploitations disparues entre 2002 et 2012, et il y a un enjeu sanitaire. Il y a une règle de base qu'il faut ne jamais oublier, c'est on contrôle toujours mieux ce que l'on produit. Parce que l'agriculture, tout le monde le sait, se faisait en brousse, partout, sur tout le territoire. Et l'agriculture, il y en avait aux îles. Marais était le grenier de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, j'ai un beau-père qui m'a appris le métier. Il me disait, si les gens de Marais avaient la possibilité d'avoir de l'eau, il n'y aurait peut-être pas une pomme de terre qui viendrait sur le marché de Bourail. On consomme la moitié de ce qu'on produit, mais la population agricole dans les îles, elle reste constante, puisqu'en fait, ce n'est pas un métier, c'est vraiment un mode de vie. Donc il y a une très très grosse hétérogénéité dans le monde agricole, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui gagnent énormément d'argent et il y a des agriculteurs qui en gagnent pas beaucoup, voire très peu. En Nouvelle-Calédonie, on a une agriculture tribale, une agriculture familiale, une agriculture traditionnelle très puissante. On va avoir moins d'agriculteurs. Et donc ce qu'il faut, c'est rendre le peu d'agriculteurs qui va nous rester le plus efficace possible. On a fait un bond phénoménal dans la céréale. On était à 3000 tonnes
il y a de cela 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, on va peut-être être presque autosuffisant. C'est-à-dire qu'on va atteindre les 10 000 tonnes de maïs. Bravo. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que là aussi, je pense que les politiques ont entendu. Est-ce qu'il vaut mieux payer un agriculteur australien au provendier, c'est-à-dire acheter le grain à tel prix, ou payer au même prix l'agriculteur néo-calédonien? La production locale est beaucoup plus saine que tous les produits que vous voyez arriver d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, qui ont des règles sanitaires et phytosanitaires beaucoup plus laxistes que les nôtres. La DAVAR a démontré lors de ses dernières études sur les LMR, les limites maximales de résidus en pesticides dans les fruits et légumes, que la Calédonie était conforme à 96% par rapport à la réglementation LMR. On est capable de faire de la courgette qui part en Nouvelle-Zélande. On est capable de vendre des limes qui partent en Nouvelle-Zélande, en Australie. Qu'est-ce que la 4e gamme? Donc c'est le fruit ou le légume qui est cru. On m'entend? Oui. Le fruit et légume qui est cru, donc c'est-à-dire nous on transforme de façon à le rendre prêt à l'emploi. Il nous faut une régularité d'approvisionnement en termes de qualité, de prix et de quantité. Ça c'est côté producteur. Mais il nous faut aussi au niveau des distributeurs, de l'ensemble, l'écoulement, ce qu'on appelle l'écoulement, aussi bien collectivité, grande distribution. Il nous faut aussi une contractualisation pérenne. Le laboratoire, c'est un outil idéal. Il est au milieu, il y a le producteur, il transforme et il y a l'écoulement. Mais nous, aujourd'hui, nous, depuis 2008, je dirais franchement, on souffre. On souffre d'un manque d'approvisionnement. On souffre d'une dérégulation des prix. Mardi, la salade était à 800 francs. Mercredi, elle est à 130 francs. Je pense qu'il y a un gros travail à faire à la base avec la distribution et surtout la 5e gamme ou la 4e gamme qui doit être la transformation. Et ça, c'est une organisation dans la politique agricole. Il faut orienter les agriculteurs vers la 4e gamme. La première problématique, en tout cas déjà pour nous en tant qu'industriels, c'est d'avoir un sourcing pérenne. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est revenir sur des basiques, c'est-à-dire avoir des terres sur lesquelles on va mettre des jeunes agriculteurs qui vont pouvoir nous donner de la visibilité sur les 20, 30, 40 années qui viennent. Si on veut développer encore plus la consommation, donc favoriser l'agriculture, il est certain que le prix est un frein pour les consommateurs. C'est certain. Alors, comment y arriver? Je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une charte de bonne conduite dans toute la filière. Nous sommes obligés d'importer environ 30% de ce que nous vendons par faute de disponibilité sur le territoire. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge de progression pour l'agriculture locale. Nous avons recours aux très gros producteurs. Nous n'avons pas accès à des coopératives de vente qui regrouperaient les petits producteurs. L'organisation que l'ensemble des grossistes ou des revendeurs ou des transformateurs recherchent, et c'est ce qui manque crucialement, c'est pas une coopérative, c'est un carreau des producteurs. Le carreau de producteurs répondrait exactement à la grande distribution, à l'outil de transformation et aussi à l'agriculteur. Pourquoi? Il viendrait avec ses produits, mais le tableau, il indique le prix de la semaine. Et le prix, c'est le prix. Ça répondrait aussi surtout aux consommateurs, qui ne verraient pas un coup, un jour, un prix à 700 francs et le lendemain à 130 francs. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on a une politique d'autosuffisance alimentaire qui est basée sur une politique de l'offre ou sur une politique de la demande? Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, est-ce qu'on veut une politique de l'offre ou une politique de la demande? Je pense qu'on n'aura pas avancé dans la gouvernance, dans l'organisation. Il faut qu'on fasse un choix. Si le thème de la politique publique agricole, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est bien parce qu'on prend en compte le consommateur. Le but, c'est pas ça, c'est de nourrir les gens, et de bien les nourrir. Donc, le consommateur est hyper central. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est des enfants gâtés. On est des gros enfants gâtés. On a un choix énorme. Comment faisaient nos parents à l'époque ? Il y a 30, 40 ans, quand il n'y avait pas de produits. Je partage la remarque de monsieur au fond. J'habite dans les îles Loyauté, donc je consomme ce qu'il y a dans les îles Loyauté. Et au risque de choquer aussi, je pense que les consommateurs sont très très gâtés. On mange des pommes, des poires, on mange en fait comme en France, alors qu'on habite dans le Pacifique et qu'on ne valorise pas suffisamment les produits du Pacifique.
le consommateur a trop de choix et devient très capricieux. Nous, on travaille plus sur l'offre que sur les demandes. C'est comme ça évidemment qu'il faut commencer, c'est remettre le consommateur au centre de la problématique. Aujourd'hui, le consommateur, il est exigeant. Alors, bien évidemment, il y a une saisonnalité sur laquelle on peut lui faire comprendre. Donc oui, le consommateur, il est exigeant. Il veut de la diversité. Parce qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il lui faut 5 fruits et légumes par jour. Donc si effectivement vous avez simplement 3 sur les étals, déjà ça pose un souci. Nous on inscrit d'une manière volontaire ce sujet dans le cadre de l'émancipation politique de ce pays. Je rappelle que l'autosuffisance alimentaire, le concept, le premier qui l'a porté, c'est Jean-Marie Tjibaou. Bien, donc nous allons passer aux propositions sur ce thème de l'autosuffisance alimentaire. Et là, j'appellerai 2 dignes représentants du monde de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire M. Yves Jean-Baptiste et M. Fidèle Malalois. C'est à vous. Bonsoir. Donc je dois dire que sur ce sujet, il y a eu un parfait consensus entre les propositions de la FINC et les propositions de l'USTKE. Donc on les présentera l'un après l'autre. Donc le premier point qui a été mis en avant, c'est la maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, il y a deux événements qui nous rappellent cruellement qu'on ne maîtrise pas l'eau. C'est que la sécheresse, la période sèche qui démarre normalement en septembre, ça fait 3 mois qu'elle a commencé. Et du coup, aujourd'hui, depuis un mois, on est en pénurie de maïs sur le territoire. Donc le premier point, c'est la maîtrise de l'eau avant de parler d'autosuffisance agroalimentaire. Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, on a eu l'apport de Yann sur une expérience récemment concernant justement la gestion et la maîtrise de l'eau. On voit par elle-même sur la présentation qui a été faite tout à l'heure. On a évoqué l'agriculture, on a évoqué la suite, mais on ne s'est pas assez attardé sur l'eau. Et aujourd'hui, il y a une preuve par A plus B qu'effectivement, ça devient problématique, la gestion de l'eau. Et tout à l'heure, il nous a éclairé un peu sur des travaux qui sont en cours et qui seront très intéressants pour la suite. Ensuite, sur des propositions qui ont convergé entre celles de la FINC qui parlent de mettre en place un plan de communication, de valorisation des métiers agricoles et de production. L'USTKE s'y retrouve totalement là-dedans en termes de valorisation. Et pourquoi ne pas réfléchir déjà peut-être à mettre au même niveau le SMAG et le SMIC, quoi. En tout bon syndicaliste, c'est déjà un raisonnement génétique, je dirais. En termes de valorisation, je dirais que la plage, elle est énorme. Hein, en termes de valorisation, en termes de communication. On parle des pays voisins à côté avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Effectivement, Yann aussi là, et puis d'autres intervenants dans notre groupe ont cité des exemples où, à titre privé, des gens vont en Australie, vont en Nouvelle-Zélande sur fonds privés, sur eux-mêmes, pour voir des rendements sur des terres, produire de la carotte, produire de la pomme de terre. Donc, ils vont chercher de l'expérience et quand ils l'appliquent ici, avec le même type de terre, le même type de rétention d'eau qu'il y a, et tout, ils voient que ça marche. Et il y a un meilleur rendement. Donc, ils n'inventent pas la lune, ils vont juste à côté. Donc c'est quand même quelque chose auquel très intéressant à réfléchir. Le point suivant, c'est d'intégrer dans les marchés publics ou parapublics des critères qui favorisent les produits locaux et les industries locales. Effectivement, c'est dommage, par exemple, dans les cantines scolaires, qu'on donne à manger en dessert aux enfants des poires qui viennent de l'autre bout du monde, alors qu'ils pourraient manger des fruits locaux suivant la saison, des bananes, des mangues ou des litchis. Pour aborder ce point-là, on est tombé tout à fait d'accord à une différence près. C'est que là encore, la génétique a parlé. Hein. Donc l'USTKE a parlé de mettre en place, de contraindre les établissements publics par une loi de pays. Mais excès pour excès, voilà, on a réfléchi à ce que nos politiques aient du courage là où il en faut, pour insister à ce que, effectivement, les producteurs locaux, si ils ont la filière, si on met tout en place et que sur le débouché, ils n'y trouvent pas leur place et on leur met des critères où ils ne pourront pas proposer leurs produits et faire goûter ça à nos enfants
au niveau de l'établissement, ben, c'est déjà peine perdue, quoi. Donc le point suivant, c'est de favoriser l'offre et donc de mettre en place, et là aussi il y a une petite divergence, de mettre en place des structures ou une structure type coopérative. Donc l'USTKE disait plutôt public, la FINC disait plutôt privé, mais pour améliorer l'offre des produits agroalimentaires sur le marché. Et ainsi, enfin, on sait qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui ont du mal à s'en sortir ou qui sont mal structurés pour amener leurs produits au bon moment et au bon prix sur le marché auprès des collectivités ou auprès d'autres structures d'écoulement des produits plus petites. La FINC, elle parle de responsabilité et elle interpelle les acteurs en leur disant qu'il faut qu'ils se saisissent eux-mêmes du métier, de la structure en termes sur la coopérative. Parce qu'il y a déjà un exemple sur le territoire au niveau de l'OCEF. Et nous, au niveau de l'USTK, effectivement, il y a cette divergence. Et par expérience aussi, on a des adhérents qui sont dans la grande distribution et qui voient y arriver des petits producteurs qui doivent répondre à une demande et qui n'arrivent pas à faire passer, je prends un exemple, hein, je sais pas, il faut 240 kilos de carottes et puis il y a le gars qui se pointe devant Carrefour, devant une grande enseigne et qui essaie d'écouler son produit. Et puis il n'arrive pas parce qu'il n'y a pas une norme, il n'y a pas quelque chose qui dit que, pour tamponner, pour dire que ok, tout ce qui est qualité sanitaire, tout ce qui est labellisé, tu peux rentrer, quoi. Donc il y a du gaspillage à ce niveau-là. Je crois que c'est Yann qui le disait tout à l'heure. Hein. On a un exemple avec la squash, par exemple. On produit 5000 tonnes de squash pour pratiquement 1500 sur le carreau, quoi. 1500 tonnes de squash de gaspillé. Pareil pour l'avocat de Marais, quoi. On a des tonnes d'avocats à Marais qui tombent des arbres là-bas et on fait venir des avocats de l'extérieur. Et le dernier point, c'est la création d'un laboratoire pays, parce qu'aujourd'hui, les producteurs ou les industriels donc, ont du mal à contrôler, la qualité de leur production. Donc, ils sont obligés soit d'investir ou alors, souvent, de faire réaliser les analyses à l'extérieur. C'est long et très coûteux. Le consommateur, il y a une attente légitime de contrôle de la qualité des produits locaux. Et donc, l'idée, c'est de créer un laboratoire pays. Voilà, Serge. Bien, j'ai quand même l'impression que dans toutes ces propositions, vous avez fait état un peu de vos différences. Que vos différences sont sur le caractère plus ou moins contraignant et directif des propositions. Hein, mais que sur le fond, j'ai l'impression que sur la plupart des problèmes à résoudre et des idées principales, il me semble que vous êtes quand même en phase. Donc il faudra simplement s'ajuster sur la méthodologie. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je partage l'idée sur les avocats de Marais. Hein, comme Xavier Benoît, je suis un amoureux des avocats de Marais et j'enrage quand je vois dans les grandes surfaces des avocats congelés qui arrivent de l'autre bout du pays, de l'autre bout du monde, pardon, alors qu'il y a ici des avocats absolument extraordinaires qui pourraient alimenter davantage les différents marchés. Bien, je vous propose de passer à la conférence suivante avec un petit film qui va résumer la conférence qui avait pour terme « Pour un pays ouvert sur le monde, culture et tourisme ». Aujourd'hui, le véritable frein, c'est l'éclatement des compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie. Moi, je pense qu'il manque un schéma global directeur à la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti. On n'a toujours pas sorti un vrai projet pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a envie d'avoir un tourisme de masse en Calédonie? Non, il n'en est pas question. Voilà, sauf pour les croisières. On est contre tout tourisme de masse. Et donc c'est pour cela que je disais au départ que nous, la province des Îles-Maurienne, on est sur un tourisme éthique. Donc on peut considérer que la croisière nous emmène à un tourisme de masse. Nous, en tout cas au niveau de la province des Îles-Maurienne, c'est bien cadré. Voilà. Pour moi, un tourisme de masse, c'est un tourisme incontrôlé, qui n'arrive pas à assumer, dont la destination n'arrive pas à assumer le nombre de touristes. L'impact du nickel s'est vu cette année, puisque 2016, on accuse 45% de chute de clientèle d'affaires, notamment sur la zone VKP. Et c'est
à ce moment-là qu'il faut prendre conscience, et au moins que les élus prennent conscience, qu'il faut une véritable politique de développement et un schéma directeur qui soit constant pour qu'on puisse organiser complètement le développement touristique en Nouvelle-Calédonie et notamment au Province-Nord. Les professionnels du champ artistique et culturel en Nouvelle-Calédonie, il y en a plus d'1 millier qui sont recensés. Donc des titulaires d'une patente. Nous, on a des créateurs, on a des artisans d'art qui peuvent justement proposer des produits, des souvenirs pour cette population touristique. Mais justement, il y a un problème de structuration derrière. C'est ça qui pêche, à mon sens, dans le secteur, c'est qu'on n'a pas de structure pour accompagner. On a aujourd'hui une structure qui est l'Assa5, dont le directeur est ici aujourd'hui, Évariste Ouéridri, ainsi que le Poema pour l'exportation avec Alexandra Garner, la directrice. Mais en local, on n'a pas de pépinière, entre guillemets, d'artistes. Et c'est ça la problématique aussi. La problématique qu'il y a par exemple aux îles, c'est que quand vous allez dans le Grand Faré, toutes les petites sculptures made in China. Voilà. Ça, c'est une réalité. On a quelques sculpteurs aux îles, mais la difficulté qu'ils ont, c'est que, mis à part sculpter et éventuellement exposer, j'ai vu ça à l'Oasis de Kiamou, un sculpteur qui a pu exposer, qui a eu l'occasion d'exposer dans cet hôtel, à côté de lui, on a des beaux produits made in Taïwan, enfin de Chine. Et la qualité n'est pas la même. Donc on a tout ça aussi amélioré. Dans les autres disciplines, autres que la musique notamment, c'est de pouvoir accompagner nos porteurs de projets, nos professionnels du champ artistique et culturel vers cette professionnalisation de leur activité pour qu'ils puissent augmenter leur niveau de revenu tout simplement. Les sculpteurs ont des demandes pour des grandes pièces, ils n'ont pas de lieu où sculpter. Ils utilisent un atelier au centre culturel Chibabou, mais c'est planifié. On n'a pas suffisamment d'espace. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont demandées au gouvernement depuis des années, des espaces où on a la possibilité de valoriser les artistes pour créer éventuellement une attraction pour les touristes, le tourisme de croisière qui touche toutes les semaines Nouméa. Le Poémar, l'année dernière, on a aidé une vingtaine de projets avec un budget de 6 millions. Donc autant vous dire qu'on ne va pas très loin et qu'on n'aide pas beaucoup. Cette année, c'est en gros pareil. Donc il y a un intérêt réel pour la culture calédonienne. Elle a une grande qualité, c'est qu'elle est très diversifiée, mais c'est ce qui fait aussi parfois je dirais son défaut, puisqu'on a du mal à l'identifier et à mettre vraiment une identité commune dessus. On a des choses à développer, on a des contacts, des réseaux qu'on essaie de développer et qui portent vraiment un intérêt sur la singularité de la culture calédonienne, mais après c'est une histoire de moyens. Je dirais qu'on a le même problème que nos amis du tourisme, c'est-à-dire que même si on a un ministère de la culture, c'est pas forcément pour plus que ça qu'il y a de la cohérence. On a encore 3 provinces qui développent des politiques culturelles différentes, qui ne se rejoignent pas forcément. On n'a pas facilité à mettre autour d'une table et à discuter. Nous faisons venir entre 10 et 20 personnes chaque année, les meilleurs dans leurs arts, qui ont effectivement des pages Facebook et comptes Twitter qui sont suivis par des dizaines de milliers de fans. Et dès qu'ils postent des photos, la Calédonie, on en parle. Et malheureusement, on n'est pas aidé pour ça. Et ça ne serait-ce que pour les faire voyager à droite et à gauche dans la Calédonie. On n'a pas d'oreille réellement, donc c'est un vrai boulot de développement touristique à l'extérieur quand on a la chance de se produire comme ça et dans le Pacifique et ailleurs dans le monde. Je pense que le lien entre le tourisme et la culture est indéniable. Alors l'acteur culturel, c'est aussi un acteur économique qui produit de la valeur en Nouvelle-Calédonie, qui produit des emplois. La culture, je rejoins complètement madame tout à l'heure qui disait qu'on n'avait pas de schéma global et qu'on était livré comme ça à une vision très provinciale de la culture. Là, en 10 ans d'existence, on a réparti aux artistes près de plus d'1 milliard de francs CFP. Ce milliard, il a été réinjecté dans l'économie. Vous avez fait l'expérience, comme moi, à une époque, quand on arrive à Tontouta, quand on va au Curios, on peut acheter tous les CD qu'on veut, sauf du CD de musique locale. Donc ceux qui étaient censés jouer le rôle de levier
pour le tourisme, je parle des hôtels, des aéroports, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas consommé local. On le voit dans les centres culturels qu'il y a du contenu et que les artistes locaux ne demandent qu'à être visibles. On est allé manifester auprès de NC Première parce que comment voulez-vous qu'on soit visible ailleurs si on n'est même pas visible ici chez nous, à la télé? Donc, à un moment donné, les supports qui étaient des leviers pour le tourisme n'ont pas joué leur rôle. Il a fallu qu'on aille dans la rue pour expliquer qu'on génère aussi de la valeur. Bob Marley a beaucoup plus fait pour la Jamaïque que n'importe quel fonctionnaire du ministère du Tourisme en Jamaïque. Ce qui est important, c'est qu'il faut accorder de l'importance à la création. Tous azimuts, moi je pense que c'est ça qui donne notre âme. Un projet de loi qu'on a porté, nous, sur les savoirs traditionnels et les expressions de la culture. Aujourd'hui, ce projet de loi-là, il est dans les tiroirs, dans les frigidaires du gouvernement. On ne sait pas pourquoi cette loi n'est pas adoptée. C'est un cadre légal à compléter, à créer, à réglementer, parce que sinon c'est le bordel. Bordel, la statue, elle est reproduite à je ne sais pas combien d'exemplaires par des enfants de 13 ans là-bas en Indonésie, et c'est revendu ici à prix d'or. Et c'est censé être symbole d'une culture ancestrale. Et surtout, à un moment donné, dépasser cette vision provinciale. Ce que je disais à Boisgan quand il joue à la Francophonie à La Rochelle, c'est pas un artiste du Nord que les gens sont venus voir, c'est un artiste de Nouvelle-Calédonie. Donc soit de Nouvelle-Calédonie, chante Nouvelle-Calédonie. Voilà, merci. Et la gouvernance, c'est quand même une piste essentielle pour qu'on change notre mode d'action. Bien, sur ce thème-là, qui était pas mal controversé, avec un débat particulièrement animé et qui aussi renvoyait à des problèmes de gouvernance, de vision globale à la fois des politiques culturelles et puis des stratégies du tourisme. Donc j'appelle là Arlette Robertson pour l'USTKE et Éric Chevreau pour la FENC. C'est à vous. Qui commence? Éric? Bonsoir tout le monde. Arlette, tout va bien, respire. Moi j'ai amené mon vieux, parce que celui-ci il est fait là. Je vais faire une intro qui n'est pas prévue comme ça. Celui-ci il était produit en série par un artisan. Aujourd'hui il fait autre chose. Toujours artisan mais autre chose. De toute façon, il ne le vendrait pas. Effectivement, l'Asie fait mieux. Plus cher et moins cher, mais mieux. Alors je ne sais pas pourquoi, mais a priori, tout le monde le dit. Donc, plusieurs de nos sujets ayant été déjà débattus, viens, on s'en va. Non, je déconne, bien évidemment. On n'a pas lieu, pour ce qui est de la culture et du tourisme, ça va être difficile de ne pas être d'accord. On n'a pas de point de divergence fondamental. On a des appréciations, quelques mots, quelques utilisations divergentes sur des misères, vraiment des misères. Donc on va parler ensemble et en commun des mêmes choses. Ce qu'on veut, nous, effectivement, c'est comme tous les secteurs, c'est qu'il y a un axe qui soit commun et puis qui soit visible longtemps et de loin dans les deux sens, voire même sur les côtés. Donc en théorie, oui, le schéma, c'est plus qu'important. Mais moi, je vais prendre ma place de producteur et donc, dans mon sujet principal, c'est les protections de marché. Ouais, parce que la FENC, l'art statuaire, on avait demandé sa protection il y a très longtemps. Ça a été contourné, revu et corrigé, il n'y a plus. Donc, s'il n'y a plus de protection, il y a peu de chances que ça continue à se développer. Ça s'éteint. Bon, comme en plus les gens sont allés bosser à la mine et ailleurs, c'est barré en sucette. Donc le principe, c'est bien
pour l'art statuaire en particulier, de remettre en place une mécanique qui protège, comme dans d'autres pays, on pense notamment à l'Australie, où essayez simplement de faire des points sur une toile et puis de l'importer pour voir comment vous allez finir au Newf. Donc nous, effectivement, c'est pas insensé que de se dire on protège et on met les mesures qui s'imposent et on s'y tient. Et on arrête de faire venir de la cam qui ne mérite pas d'être sur nos étals. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais finalement, est-ce que nous, à la fin, qu'on a toujours plu à tout le monde? Je ne crois pas. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est ensuite cet art-là qui sera présent dans les hôtels, les accueils divers et variés, l'aéroport, les aérodromes, etc. Et j'ajouterais qu'effectivement, j'ai fait le focus sur l'art statuaire parce que c'est facile, mais c'est pas que physique, hein, ça peut être la musique et le reste aussi, mais c'est vrai que c'est général. C'est général. Donc on ne va pas parler de repenser la provincialisation, hein. Si, on en parle quand même. Je crois que c'est clair, cette fois, on la repense. Ok, on la repense. Et on s'était posé, il y a eu un petit conflit dans cette conférence-là, c'était le tourisme de masse. Finalement, tout le monde a donné une définition, et nous, on s'est posé la question tout à l'heure, finalement, est-ce qu'on a cette définition? On n'a pas le sentiment qu'on a la définition. Donc on trouverait que ce serait sympa de définir le tourisme de masse pour savoir ce qu'il faut faire ou pas, et à quel endroit ou pas. Ça va? J'ai fait mon truc. Allez, vas-y. Arlette, tu veux que je te tienne le papier ou le micro? Qu'est-ce que tu préfères? Il est gentil avec ses dames. Bonsoir. Alors nous, en cohésion avec la fête, nous, on demande une mise en place de la maison de la culture à l'arrivée des paquebots croisiéristes hébergeant des animations culturelles, artisanales et culinaires du pays kanak et de l'ensemble des communautés du pays. Notre deuxième proposition, c'est définir un schéma directeur regroupant le tourisme et la culture afin de promouvoir le pays. Oui, parce que finalement, on a bien la culture au gouvernement, mais on n'a pas le tourisme en tant que tel. Et on se disait, ce serait peut-être bien que ce soit le même poste. Parce qu'on pensait que c'était... Mais bon, on est juste d'accord entre nous. Pas non plus déconner. On y va? Bon, on pourrait en discuter des heures, mais Pouemar, elle reste. Je crois que c'est... Je voudrais faire un petit clin d'œil à Guy, qui a récemment vendu de la magie. Il a vendu de la magie, lui. Il a réussi. Bien, merci pour vos propositions. Ouais. C'est quoi que tu veux? Ah oui, le vieux, oui. C'est un original, j'espère. Bon. Bien, écoutez, merci. On va passer au dernier thème. On devait terminer par cela, puisque, effectivement, il faut construire une nouvelle économie. Il faut construire aussi des compétences pour pouvoir ensuite développer de l'activité puis développer des emplois. C'est une question absolument cruciale dans tous les secteurs économiques, en particulier dans l'industrie. Donc, dernier petit film de quelques minutes avant de laisser la parole au rapporteur de ce groupe de travail, le film sur les besoins en emploi et compétences aujourd'hui et demain. Plus on arrivera à qualifier les gens, plus on arrivera effectivement à les faire monter en compétences, plus on gagnera en productivité. Mais bon, on a quand même une taille d'entreprise qui permet aussi d'avoir de la GPEC, qui peut, c'est pas non plus n'importe quelle société qui a ça. Donc tout à l'heure quand vous l'évoquiez, c'est clair que au niveau des territoires, ça reste quand même, il y a quand même beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, quoi. Au niveau de la GPEC, personne n'anticipe vraiment sur les besoins. Il y a un gros problème à ce niveau-là, puisque il y a beaucoup d'organismes de formation et aujourd'hui le pays, le gouvernement, tout le monde accompagne au niveau de la formation. Il y a des milliards pour la formation aujourd'hui et on nous dit toujours qu'on n'est pas assez formé, qu'on n'est pas assez compétent, etc. Je pense qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là. Si on n'a pas un observateur de l'emploi qui fait de la prospective à 3 ans, à 5 ans, on n'avancera pas sur ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on restera avec
une offre de formation initiale, continue, etc. d'un côté, et un besoin des entreprises, et on aura du mal à rapprocher les deux. Et on a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver, je parle de la partie industrielle, à identifier nos besoins en compétences pour demain. C'est-à-dire, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, je le sais à peu près, et encore, mais identifier mon besoin pour demain, on a une vraie difficulté aujourd'hui dans le secteur industriel, et j'imagine dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est aussi ça, la manière dont j'achète la formation aujourd'hui. Peut-être que je cible pas nécessairement correctement mes objectifs, et j'arrive pas à atteindre des objectifs puisque je ne sais pas globalement ce que je veux atteindre. On parle des 0,7, etc. mais il y a quand même tout un tas de formations dites obligatoires qui ne sont pas prises en compte, donc qui ne peuvent pas être intégrées là-dedans. Et puis il y a tout un tas de formations qui ne sont pas qualifiées. Quand vous n'avez pas de formation sur le territoire, vous êtes obligé de on fait venir du matériel, on a besoin de former des gens sur ce matériel. Mais comment vous faites? Vous êtes obligé de faire venir éventuellement un prestataire extérieur. Vous formez vos personnels dans l'entreprise pour pouvoir faire fonctionner ce matériel. La personne repart, mais ça vous a coûté un billet d'avion, enfin bref, les déplacements, etc. Tout par rapport à une formation qui n'est pas prise en compte et c'est supporté par l'entreprise. La formation, et je parle là de l'aspect formation professionnelle continue, c'est bien pour faire évoluer un salarié dans un parcours professionnel et la question était posée tout à l'heure, ou pour lui donner la capacité à être employé au-delà de son emploi dans l'entreprise. Et c'est aussi une des questions sur la formation qu'on a déjà posée, c'est à quoi ça sert et est-ce que c'est un investissement? Qui doit porter cet investissement? Aujourd'hui, c'est une vraie question. Il y a eu des débats en France métropolitaine sur la question de la responsabilité, de l'employabilité du salarié. Aujourd'hui, c'est pas des questions qu'on s'est posées en Nouvelle-Calédonie. Eh ben, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont de plus en plus diplômés, qui partent faire les études à l'extérieur du pays, qui vont faire leurs études, qui reviennent avec des qualifications, qui reviennent avec des diplômes, mais qui aujourd'hui ne sont pas pris dans les entreprises. En Calédonie, on a encore la mentalité, c'est qu'on va faire des études, qu'on a un diplôme, et par rapport à un diplôme, on veut avoir un poste. Mais c'est plus comme ça. En fait, maintenant, la formation ne vous donne que le premier niveau des compétences. Donc, aux îles, c'est plutôt création d'activités, quoi, dont il faut parler. Et si on peut parler de la formation professionnelle, c'est plus de la formation des gens qui vont créer leurs propres activités. Parce qu'il faut créer de l'emploi aux îles. Avant de créer de l'emploi, il faut d'abord créer de l'activité. Donc les bassins d'emploi étant dans le sud et dans le nord, tous les gens de qualité partent, ils quittent les îles, donc c'est un peu une contradiction. Donc, ils vident les îles quelque part. Ils vident les îles, on veut des gens qui doivent créer de l'activité. Et ils partent tous dans le sud parce que c'est là qu'il y a les emplois qualifiés. Aujourd'hui, on a des bassins d'emploi complètement hermétiques sur des zones très restreintes. Et pour des entreprises qui essayent de se développer sur l'ensemble du territoire, même faire bouger les salariés d'un site à un autre, ça tient de l'impossible. Je pense que le premier sujet sur lequel il faut qu'on arrive à avancer, c'est sur la définition de rééquilibrage. Je ne crois pas, personnellement, que l'entreprise ait la responsabilité d'un engagement en matière d'un rééquilibrage ethnique. Je le dis comme je le pense, puisque effectivement l'engagement de l'entreprise, ça va être effectivement d'assurer un engagement de compétences pour avancer sur un vivier de Calédoniens. Par contre, je crois beaucoup à des engagements qu'on doit prendre sur des rééquilibrages géographique. Le FIAF, Fonds interprofessionnel d'assurance formation, était un outil au service de l'emploi local et du rééquilibrage. Donc c'est déjà ça. Donc nous on attend aussi pour voir sur les actions que le FIAF va mener au sein des entreprises, si cette tendance elle trouve son application, si elle trouve sa concrétisation, etc. Les Kanaks ne sont pas présents. C'est pas moi qui le dis, ce sont des universitaires qui ont étudié la question. Et voilà, quand on parle de dire qu'il faut introduire la variable ethnique au niveau des statistiques, pour bien avoir des outils, des chiffres fiables en présence, c'est ça aussi. Parce que l'engagement sur le rééquilibrage, il ne peut être que total et complet
à partir du moment où on conserve un système égalitaire entre salariés dans l'entreprise. Parce que le chef d'entreprise qui manage des équipes, s'il est inégalitaire entre ses salariés, il est complètement discrédité et il ne mobilisera pas ses salariés pour développer l'entreprise. Le principal déterminant des inégalités d'accès à l'emploi qu'on observe aujourd'hui, c'est des inégalités d'accès à l'éducation et de réussite scolaire. Bien, comme vous avez pu le remarquer, le débat était un petit peu animé entre les préoccupations des uns et des autres et des visions pas toujours convergentes sur de quel type de rééquilibrage en termes d'emploi et de compétences on a besoin et qu'on doit viser. Mais bon, on a dit depuis le début de ce séminaire qu'il y avait débat loyal, respectueux, et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, à tous les moments, et les points de vue peuvent être assez différents sur un certain type de questions. J'appelle ici, pour faire part des propositions communes, j'espère qu'il y en a sur ces thématiques-là, j'appelle donc Charles Wametou pour l'USTKE et Henri Calonne pour la FENC. Pardon ? Ah, c'est Mélanie Atapo. Ça a changé alors. D'accord. Mais c'est bien, une femme, un homme, c'est parfait. C'est Mélanie qui commence ? Oui. Allez. Bonsoir à tous. Donc, Henri et moi, nous allons vous restituer les 4 propositions communes qu'a arrêté notre groupe, à savoir que la FENC était venue avec 4 points et l'USTKE 5 points. Donc, à savoir emploi, compétences, besoin d'emploi et de compétences, ça nous ramène, comme le film l'a retracé, sur la formation initiale et la formation continue. Encore faut-il que les dispositifs de formation et les politiques publiques répondent à la réalité du pays et aux besoins des entreprises. Donc, sur la première proposition, enfin, avant de commencer, je vais quand même passer le micro à Henri, s'il a quelque chose à rajouter. J'ai pas le choix, alors. Bonsoir. Effectivement, je crois qu'on a de la chance, finalement, parce que je crois qu'on hérite quand même du sujet le plus compliqué sur lequel on a dû trouver des terrains d'entente avec l'USTKE. C'est pas forcément évident. Bon, néanmoins, on vous présente les points sur lesquels on est à peu près d'accord, mais c'est surtout également pour évoquer des pistes de travail, parce que je pense qu'effectivement, il y a du challenge sur cette partie-là, donc c'est quand même assez important. Donc je te repasse la parole pour que tu puisses évoquer le premier point. Donc voilà, nous avons panaché nos propositions et nous avons convergé sur 4 points. Donc le premier point est qui interpelle l'IDCNC. Donc l'USTKE demande auprès de l'IDCNC une analyse sur les futurs métiers porteurs du pays afin d'anticiper l'orientation sur la formation initiale, c'est-à-dire l'école. L'objectif étant d'aboutir à une GPEC pays. On a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent faire des études et qui reviennent des études qui n'ont pas de débouché sur le territoire ou dont le secteur est saturé. Donc, par rapport à ça, pour éviter de faire de la formation pour faire de la formation, on demande à l'IDCNC justement de faire un état des lieux et d'anticiper sur les métiers. Voilà pour le premier point. Donc, je passe à Henri pour le deuxième point. Donc vous avez bien compris en regardant le film de présentation que le rééquilibrage est un point relativement important pour les STKE. Donc c'est clair que la FENC, effectivement, on prend avant tout un rééquilibrage géographique. Néanmoins, dans les points qui sont soulevés par le STKE, l'idée c'était de pouvoir se servir d'organismes comme Cadre Avenir pour arriver effectivement à mieux répondre à cette volonté et d'avoir d'autres organismes qui soient créés, qui puissent agir également dans ce sens-là. Alors, ils vont même un peu plus loin en essayant effectivement de garantir quelque part l'emploi aux gens qui partiraient en formation, mais principalement donc à la population kanak. Bon, ce qui reste un vœu qu'on peut prendre en considération, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que comme le disait Xavier tout à l'heure, on ne peut pas demander aux chefs d'entreprise de rentrer dans une sélection basée sur l'ethnie, mais avant tout sur les compétences. Mais je pense qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit, et je pense que d'avoir une GBEC pays qui permet d'anticiper ça, ça permettrait effectivement de mieux répondre
à la volonté d'avoir des gens qui partent en formation à l'extérieur, de trouver du travail quand ils rentrent sur le territoire. Ah, d'accord. Donc, sur la troisième proposition, c'est contraindre toute nouvelle loi à intégrer un dispositif d'évaluation des politiques publiques et plus particulièrement dans le cadre du suivi de toute nouvelle taxe et impôt. Donc, c'est-à-dire mettre en place un outil de mesure pour évaluer les dispositifs des politiques publiques pour qu'on sache où vont nos impôts et pourquoi on paye des taxes. Voilà pour la troisième proposition. Je passe le micro à Henri. Pour la quatrième proposition. Bon, la quatrième, effectivement, elle rejoint quand même pas mal de, comment dirais-je, d'autres sujets qui ont été évoqués, à savoir qu'effectivement, c'est de regrouper les 3 organismes de placement dans le cadre d'une gouvernance pays, puisqu'effectivement, le fait d'avoir des organismes de placement par province, ça ne facilite pas quand même la réinsertion, et ça ne facilite pas non plus le fait de mesurer les besoins exacts des entreprises ou des organismes publics. Donc je pense que c'est un point important également. Voilà, c'est bon. Écoutez, on vous remercie pour votre contribution. Il y a une personne dans cette assemblée qui doit être contente, c'est monsieur le directeur du DCNC, vous avez gagné une mission. Alors on n'a pas réglé le problème du financement, mais comme vous avez les partenaires sociaux dans votre conseil d'administration, du moins il en reste je crois, ça devrait pouvoir se régler, quoi. La décision politique est déjà prise. Voilà. Donc nous en avons fini avec la présentation des petits films. Avant d'entamer l'avant-dernière partie de ce séminaire, à savoir les conclusions de la part des 2 présidents, et de passer enfin au cocktail, là c'est pour vous faire patienter, nous avons décidé d'organiser, les partenaires ont décidé d'organiser une votation comme en Suisse. On va vous expliquer, j'espère que vous avez tous un téléphone, mais en gros il s'agit de choisir au niveau de chaque personne, avec une petite procédure comme à vous indiquer, quelles sont les différentes propositions qui vont s'afficher, je pense, qui vous semblent les plus prioritaires dans tout ce qui a été présenté. Voilà, c'est une façon un peu de vous inviter à participer, puisque on n'a pas eu le temps de la parole, de l'échange de la parole, hein. Résumer 5 conférences, voir des bouts de films, avoir des propositions, ça laisse peu de temps en 2 heures pour les échanges. Donc là, c'est une façon pour vous de donner votre opinion. Je laisse la parole à Xavier. Alors c'est hyper simple, il faut juste se concentrer. Vous devez prendre vos téléphones portables ou vos tablettes. Et là on va vous demander, comme ça vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas de tablette ou pas de téléphone portable, vous pourrez le passer à votre voisin après. Vous mettez votre adresse mail et vous classez les propositions qui apparaissent. Donc les propositions, vous devez les remonter ou les descendre en fonction de vos préférences. Donc tout le monde a le droit de voter, tous ceux qui sont dans cette salle ont le droit de voter. L'idée, c'est d'arriver à avoir votre point de vue. On rappelle que notre démarche est une démarche participative. Donc l'idée, c'était pas de faire, comme l'a rappelé André, un programme de gouvernement. C'était de faire ressortir de nos adhérents des points de vue, des attentes. Donc effectivement, c'est des questionnements. Et on reparlera que des questionnements peuvent sortir des projets opérationnels. Vous vous concentrez, vous essayez de voter. De toute façon, dans 5 minutes, on arrête et on laissera la parole au président pour les conclusions de ce séminaire. Donc 5 minutes pour réussir. En conclusion, je reprendrai 2 mots qu'a donné André dans son discours initial. Humilité, d'accord. Donc, je rappelle, les propositions qui sortent aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité. C'est juste ce qui ressort des travaux menés par les adhérents de nos 2 organisations. Et puis, ce n'est pas un programme de gouvernement. Si on avait une baguette magique et qu'on mette tout ça en œuvre, ça serait beaucoup plus facile. Par contre, pour nous, effectivement, ce sont des propositions. On va sûrement s'approprier et on doit travailler maintenant avec le STK pour savoir comment est-ce qu'on met en musique certaines de ces propositions à notre niveau. L'idée, elle est là. Et donc, effectivement, l'idée, sur la base de... On n'a pas la vérité, mais on a quelques idées. Et comme on a quelques idées, on a l'intention d'en mettre en œuvre aussi quelques-unes et d'en porter quelques-unes. Donc les étapes suivantes pour nous, côté FINC, je vous ai dit, on lance nos états généraux de l'industrie au mois de novembre, parce qu'effectivement, on voit qu'il faut avoir une orientation stratégique pour le développement de certaines filières. Et puis on va
s'approprier quelques propositions qui ont été faites aujourd'hui. On va regarder celle qui monte en tête. Donc effectivement, si par hasard le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule chambre consulaire devienne un projet majeur, on ne manquera pas, lors des prochaines élections aux chambres consulaires, de porter les listes qui valideraient une telle option. Mais donc on a effectivement quelques moyens pour accompagner. Moi j'en retiens déjà 2 en tête, sur la mutualisation des moyens. Au niveau de la FINC, ça fait un bout de temps qu'on se dit qu'il faut mutualiser le transport maritime pour nos imports de matières premières. Et donc je pense qu'on va essayer de transformer l'essai dans les 6 mois qui viennent pour réfléchir à ça. Voilà, Flavie, on a manqué de projets. Et puis l'idée de coopérative, il y avait des projets qui avaient été lancés, mais l'idée de coopérative, je pense que c'est quelque chose qui peut être porté par le privé. Et donc on va sûrement essayer de s'approprier ce type de projet. Merci de votre présence. Je cède la parole à André pour faire le petit mot de conclusion. Merci Xavier. Donc je pense que tu as tout dit. Moi, ce que je voulais simplement, c'est remercier l'état d'esprit qui a présidé autour des conférences qui ont amené aujourd'hui au séminaire conclusif. Donc, remercier les équipes donc des 2 structures. Indépendamment du travail, donc ça a été aussi une occasion de connaître des femmes et des hommes sous un autre angle, sous des relations amicales, etc. On a pu partager en dehors de la réflexion. Et ça a été très, très, très intéressant. Moi, je remercie aussi ceux qui nous ont accompagnés dans ce travail, donc l'équipe de Saudi, il y a Serge ici, qui a été d'un précieux concours et qui, avec son équipe, a mené le travail jusqu'à son terme. Alors, nous, ce qu'il y a, j'allais dire maintenant, il y a au travail, il y a des propositions opérationnelles concrètes qui ont été faites. Je pense à la Caldala, je pense à la coopérative. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été proposées. À nous maintenant de voir comment on met tout ça en musique les prochaines fois. En tout cas, nous, au niveau des instances de l'USTKE, on va également se pencher encore plus là-dessus, approfondir, voir comment on peut le retravailler et s'approprier ces projets. Et ce qui était important, c'est que, comme en tout cas on l'a précisé tout à l'heure dans nos discours d'ouverture, c'est que ce n'est pas un programme, c'est simplement un début. C'est un début de concertation sur des idées qui ont été lancées, des préconisations qui ont été faites. Et puis, chacun essaiera d'évoluer dans les directions qui sont en tout cas souhaitées. Alors, nous, la question qui nous est essentielle dans ce travail, c'est la question, indépendamment de la réflexion économique, etc., c'est la question qui a été posée par la 5e thématique sur la question des besoins et des compétences, et notamment la question du rééquilibrage. Pour nous, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale qu'il va falloir traiter sans se crisper dessus, il faut la dépassionner. Il faut se l'approprier et puis dire que c'est un véritable enjeu pour le pays, c'est une véritable chance, j'allais dire, pour le pays. Parce que si cette question n'est pas traitée dans la dimension dans laquelle elle doit être traitée, le pays ne pourra pas avancer. Voilà. Donc c'est le message aussi que je tiens à lancer. Je constate que le concept de rééquilibrage géographique des Xavier a quelque peu évolué, donc sur un rééquilibrage beaucoup plus social qui prenne en compte la réalité du pays. Et c'était aussi ça le but du jeu de cet échange, c'est de faire progresser ensemble, nous comme eux, dans des a priori qui étaient supposés au départ complètement opposés. Bon, voilà, si ces thématiques, si ces séminaires conclusifs, si les conférences ont pu faire progresser les choses, je veux dire, tant mieux pour les pays. En tout cas, on va dire c'est tout le mal qu'on se souhaite. Merci.